Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 5 août. À la une de l'actualité, le président de la République, Majid Tebboune, félicite la gymnaste Kailian Mmour dans un appel téléphonique pour sa performance aux Jeux Olympiques de Paris en décrochant la médaille d'or. Retour sur les célébrations officielles de la journée nationale de l'ANP, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une cérémonie en reconnaissance des sacrifices et l'abnégation de l'armée nationale populaire. Justice, 68 accusés en détention provisoire et 3 autres sous contrôle judiciaire pour implication dans des affaires de corruption touchant la collecte des formulaires de souscription des signatures pour les candidatures à l'élection présidentielle. Le bateau École Soumam accosté à Zeebrugge ouvre ses portes aux membres de la communauté nationale établie en Belgique. C'était à l'occasion de la journée nationale de l'ANP. À l'étranger, le mouvement progressiste marocain dénonce le revirement de Paris au sujet de la cause sahraoui, appelant le président français à respecter le processus onusien. Une question de décolonisation, rappelle l'ONU. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On commence par l'appel du président de la République, Majid Tebboune, qui a félicité la gymnaste Kailian Mmour dans un appel téléphonique pour sa performance aux Jeux Olympiques de Paris en décrochant la médaille d'or. Les félicitations du président sont intervenues également en direct lors de sa présidence du Cercle national de l'armée Bnim Souss à Alger, au cours de la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Kailian Mmour a remercié le président de la République pour le soutien qu'il apporte aux athlètes algériens. Et justement, les festivités officielles de la journée nationale de l'ANP ont été présidées hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Majid Tebboune, au cercle de l'armée de Bnim Souss. Une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, des familles de martyrs du devoir national, ainsi que de grands invalides et blessés de la lutte contre le terrorisme relevant de l'ANP. Raouf Hamouche. Après avoir écouté l'hymne national et le salut au drapeau, différentes formations militaires ont présenté les honneurs au président de la République. Le président a salué par la suite les officiers supérieurs et hauts cadres de l'armée nationale populaire venus l'accueillir. Au cercle militaire de l'armée, le président de la République a présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP issus de l'armée de libération nationale, les familles des martyrs du devoir national, les grands invalides des blessés de l'ANP dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie s'est tenue en présence de hauts responsables de l'État. Le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP, a exprimé sa gratitude et ses remerciements au président de la République d'avoir présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée, affirmant que la proclamation de cette journée est une reconnaissance de la nation pour les sacrifices de l'armée nationale populaire à travers l'histoire de l'Algérie indépendante. Il m'est agréable de prime abord d'adresser au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, les marques de remerciement et de gratitude les plus sincères pour nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de présider cette cérémonie de célébration de la journée nationale de l'ANP. Cette journée bénie ainsi instituée par le président traduit la fidélité et la reconnaissance de la nation envers les sacrifices des personnels et des cadres de l'ANP, digne héritière de l'ALN, tout au long du parcours de l'Algérie indépendante, à commencer par la phase de construction et d'édification jusqu'à celle de la crise sécuritaire traversée par notre pays, durant laquelle les personnels de l'ANP ont su faire face avec vigueur et détermination au terrorisme barbare et réussi aux côtés des fidèles enfants de la patrie à mettre en échec le dessein de destruction de l'État-nation et à préserver le régime républicain du pays.
Le général d'armée Saïd Chengreha a affirmé que l'armée nationale populaire est pleinement consciente de l'importance extrême de sa responsabilité dans la préservation de la sécurité et la stabilité de l'Algérie. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, fidèle au noble message dont elle est porteuse, a de tout temps été au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécus. Elle était présente avec force dans les tournants décisifs de l'histoire de notre pays, mue en cela par sa conviction en les noble mission dont elle a été investie, qu'elle s'est engagée à assumer pleinement avec rigueur et dévouement, quelle qu'en soit leur grandeur, en vouant loyauté à la patrie, au peuple et aux principes de la République. Cette ligne de conduite que le haut commandement a veillé à ancrer chez nos personnels a permis à nos forces armées de franchir des étapes considérables sur la voie de la modernisation et du développement et de porter au niveau escompté notre disponibilité opérationnelle, faite d'aptitude au combat, de professionnalisme élevé et d'abnégation. على درب التحديات والتطور والتطوير. Le président de la République a décrété le 4 août journée nationale de l'armée nationale populaire en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'institution militaire dans le développement du système de défense. Aujourd'hui, l'ANP poursuit ses missions en consacrant le lien solide armée-nation, une relation profonde et ancrée qui illustre sa forte conviction et sa mobilisation totale en toutes circonstances. À suivre dès 21h sur toutes les chaînes de l'EPTV et la Radio Nationale et d'autres chaînes de télévision, une page spéciale consacrée à la cérémonie tenue hier à l'occasion de la journée nationale de l'ANP, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le navire École Soumam a célébré également la journée nationale de l'ANP en ouvrant ses portes aux membres de la communauté établie à Zeebrugge en Belgique où il était accosté. Petits et grands ont pu visiter le navire et partager un moment de cohésion et de fierté avec l'équipage. Afaf Belhouchet pour les détails. C'est une tradition bien établie lors de chaque escale méditerranéenne du navire École Soumam. Une réception est organisée à l'intention de tous les attachés militaires accrédités dans le pays hôte, ainsi que des divers membres du personnel diplomatique. Ce fut le cas à Zeebrugge, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Belgique et le consul général à Bruxelles. Cependant, cette rencontre coïncidait avec une date encore plus symbolique pour tous les corps de l'armée nationale. Cette escale marquée par le navire École Soumam au port de Zeebrugge coïncide avec une occasion spéciale chère à nos cœurs, à savoir la journée nationale de l'ANP. À occasion spéciale, mesure spéciale. Pour marquer cette journée, ce joyau des forces navales a ouvert ses portes au public issu de la communauté algérienne en Belgique. À l'occasion de cette escale du navire École Soumam au port de Zeebrugge, qui entre dans le cadre de la campagne d'instruction navale été 2024 au profit des élèves officiers des forces navales algériennes, des portes ouvertes ont été organisées à bord du navire au profit des membres de la communauté nationale établie en Belgique. Toute la journée, des familles entières se sont pressées pour découvrir l'univers des écoles des officiers marins algériens et ce sont les futurs officiers eux-mêmes qui ont présenté leur navire avec pédagogie et convivialité, offrant ainsi bien plus qu'un simple moment d'échange. C'est une très belle initiative. Ils nous ont chaleureusement reçus ainsi que nos familles et nos enfants dans une ambiance empreinte de fraternité, de convivialité et de cohésion. Nous avons vraiment senti la force du lien entre nous et notre armée. Ils nous ont bien reçus, c'était très bien. Nous les remercions pour cette belle initiative. C'était pour nous l'occasion de découvrir le navire École Soumam. Nous avons vraiment eu l'impression d'être en Algérie et de renouer avec nos racines. Plus qu'une simple initiative, ce moment inédit était porteur de plus d'un symbole, témoignant de la cohésion entre les forces de l'armée nationale, issues du peuple dès sa naissance, et la communauté nationale, quel que soit l'endroit, sur le territoire national ou à l'étranger. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui les travaux de la
187e session du Conseil des participations de l'État, réunion consacrée à la finalisation des procédures légales relatives au règlement définitif du dossier des biens immobiliers confisqués, conformément à des décisions de justice définitives dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption et le transfert de propriété à titre onéreux au profit d'entreprises économiques publiques. Ces procédures s'inscrivent dans le cadre de l'exécution des engagements du président de la République et de ses directives portant sur le traitement définitif de ce dossier à travers des modalités adaptées pour la réaffectation des fonds récupérés au profit de la communauté nationale et assurer une exploitation optimale des unités de production concernées. Le Conseil des participations de l'État a adopté également le projet de création d'un groupe de travaux maritimes comme outil efficace pour la réalisation des investissements prévus dans le cadre du développement des infrastructures maritimes devant accompagner la dynamique que connaît l'économie nationale, notamment dans son volet lié à la promotion des exportations hors hydrocarbures. À quelques jours du début de la campagne électorale, Brahim Merad a été nommé ce lundi directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune. Diplômé de l'École nationale d'administration, Merad a occupé plusieurs postes, notamment Walid Tindouf, Tiaret, Bechar, Bouakri, Annaba, Ain Defla, Médéa et Tizi Ouzou, chargé de mission à la présidence de la République, en charge du dossier des zones d'ombre, ainsi que médiateur de la République et ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Justice, 77 suspects dont des prétendants à la candidature ont été présentés à la justice et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour octroi d'indus privilèges, trafic d'influence, offres ou promesses de dons numéraires en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs, abus de fonction, obtention de dons numéraires ou de promesses de voix électorales et escroquerie. Le juge d'instruction près le pôle pénal national économique et financier a ordonné le placement de 68 accusés en détention provisoire et 3 autres sont sous contrôle judiciaire pour leur implication dans l'affaire de corruption ayant entaché l'opération de collecte des formulaires de souscription des signatures des prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle, laissant les 6 autres en liberté. Et à propos des présidentielles du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections définit les engagements de la presse lors de cette échéance. Les médias publics et privés doivent avant tout assurer un accès équitable aux candidats lors de la couverture de leurs activités. Ces règles et d'autres détaillées par Amel Bouarb. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain bénéficieront d'une large couverture médiatique régie par des lois et des règles de déontologie bien définies afin d'assurer la transparence du processus électoral. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, avait fixé dans un arrêté rendu public récemment les modalités de couverture médiatique des candidats à la présidentielle par les médias audiovisuels, la presse écrite et la presse électronique. Ainsi, les médias audiovisuels publics et privés doivent assurer un accès équitable aux candidats. Les interventions doivent être réparties de manière équitable en termes de plages et de créneaux horaires sous la supervision de l'ANI en coordination avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, ANIRA. Ces médias sont ainsi tenus de garantir aux candidats ou à leurs représentants une participation équitable aux émissions programmées. Il est question d'assurer une couverture médiatique équitable et objective des activités des candidats durant la campagne électorale. De même, les médias sont appelés à respecter une série de règles relatives aux principes de crédibilité et d'impartialité. Ils doivent vérifier la véracité des informations relayées afin d'éviter la diffusion de fausses informations et s'interdire tout traitement préférentiel envers un candidat. Dans ce sillage, les médias doivent respecter la vie privée et la dignité des personnes tout en s'abstenant de diffuser des contenus incitant à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l'État. Le droit de réponse doit être garanti dans les délais impartis conformément aux dispositions des lois régissant la presse écrite, électronique ainsi que l'activité audiovisuelle. La réglementation précise par ailleurs que la période de silence électoral de 3 jours précédant le jour du scrutin doit être respectée. Durant cette période, les médias ne peuvent couvrir que les aspects organisationnels de l'élection et sensibiliser les citoyens sur les modalités de vote.
La sensibilisation à l'importance de la participation au prochain scrutin au cœur de plusieurs campagnes citoyennes. Les jeunes sont particulièrement ciblés, notamment ceux qui votent pour la première fois. Sidi Blabès, par exemple, on tente d'informer et d'expliquer les enjeux dans le but d'inciter les jeunes à accomplir leur devoir électoral. Nawel Bentouba, Amel Barba. Après avoir atteint l'âge légal de voter, ce jeune de Sidi Blabès va accomplir son devoir électoral pour la première fois le 7 septembre prochain. J'ai 18 ans, je vais voter pour la première fois. J'ai obtenu la carte d'électeur. Je suis content d'exercer mon droit de vote, qui est un acte de citoyenneté. Pour ces jeunes, utiliser le droit de vote représente une façon d'exercer leur citoyenneté et de renforcer leur engagement civique. C'est d'ailleurs pour encourager la participation massive de la jeunesse au scrutin qu'une campagne de sensibilisation a été organisée dans la ville de Sidi Blabès. Je vais voter le 7 septembre prochain et j'appelle les jeunes à faire de même. C'est une manière de contribuer à la réalisation de nos aspirations. C'est la deuxième fois que je vais voter. J'exhorte les jeunes à aller voter massivement. Le 7 septembre. Nous serons au rendez-vous le 7 septembre prochain. En tant que citoyenne algérienne, il est de mon devoir de voter pour le meilleur candidat. Nous avons choisi d'aller à la rencontre des jeunes dans les cafés et les places publiques de Sidi Blabès pour les sensibiliser à l'importance de cette échéance électorale et les inciter à voter massivement. Les jeunes représentent des acteurs incontournables dans la réussite du processus électoral et le renforcement de la démocratie participative. D'où l'importance de les sensibiliser et les encourager à participer en force à ces élections. Ces chiffres de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, pas moins de 8400 projets initiés, dont une grande partie a été menée à terme. L'entité qui se dit prête à accompagner tous les investisseurs est la seule habilitée à octroyer du foncier économique. Mariam Damis. 8465 projets d'investissement d'une valeur totale de 3840 milliards de dinars ont été enregistrés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement jusqu'à fin juillet dernier à travers tout le pays. Ces projets devraient générer près de 210 000 postes d'emploi directs, parmi lesquels 154 concernent des opérateurs étrangers avec 55 investissements directs étrangers et 99 projets de partenariat. L'API œuvre à concrétiser ces projets qui deviendront une réalité tangible et contribueront à atteindre les grands objectifs économiques fixés par les plus hautes autorités du pays afin d'obtenir les taux de croissance les plus élevés. L'agence est prête à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant les conditions nécessaires. La plateforme lancée en février dernier reste le moyen unique et exclusif d'octroyer du foncier destiné à l'investissement. À ce jour, 508 assiettes foncières destinées à l'investissement au niveau de 43 wilayas du pays ont été présentées via cette plateforme et 332 décisions temporaires ont été accordées, dont 108 sont devenues des décisions finales après l'achèvement de l'opération d'inscription. Ces chiffres témoignent de l'importance primordiale des investissements pour le développement économique du pays, en facilitant l'accès au foncier et en soutenant les porteurs de projets. Tous ces efforts déployés visent à stimuler la croissance, créer de l'emploi et renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale. L'investissement dans le domaine de l'agriculture se développe de manière sensible grâce aux facilitations et aides des autorités. Ain Defla, des exploitations agricoles, voient déjà le fruit de leur labeur et leur investissement. Awatef Aïchaoui, Badia Amardi. Bordé par deux massifs montagneux, Dahra, Zakar et Loarsenis, Ain Defla est réputé pour la fertilité de ses terres et ses exploitations agricoles. Une délégation d'experts algériens et étrangers a visité la région ayant expérimenté des semences de pommes de terre qui s'adaptent au changement climatique et d'autres cultures qui ont donné de bons résultats. Des fruits et des légumes sont cultivés dans cette exploitation agricole à Oued Boudjadja, s'étendant sur une superficie de 220 hectares.
Nous cultivons sur une superficie de 7 hectares la pêche et les prunes. 15 hectares d'agrumes. Nous produisons de la pomme de terre et même des semences. Nous cultivons également des semences de céréales sur 40 hectares et entre 20 et 30 hectares de tomates. Grâce à l'accompagnement de l'État, cet investisseur agricole a réalisé un bassin de rétention d'une capacité de 40 000 mètres cubes. Nous avons bénéficié d'une moissonneuse-batteuse, des autorisations de forage, de même que des kits d'aspersion. Nous leur accordons toutes les facilitations, entre autres des autorisations de forage, des bassins d'irrigation géomembrane. Nous les encourageons aussi à basculer des méthodes d'irrigation classiques vers le système du goutte à goutte. Un autre exemple de réussite, cette fois-ci au niveau de la région de Harib. Malgré une superficie agricole réduite, cette agricultrice a relevé le défi et cultive différents produits, en plus de l'élevage et de l'apiculture. Je cultive environ 1,5 hectare de poiriers. J'ai intégré à mon exploitation agricole l'élevage et l'apiculture. J'ai bénéficié de 10 ruches. En 7 mois seulement, j'ai pu augmenter le nombre à 32. Les efforts de l'État visant à hisser le secteur agricole à la place qui lui sied se poursuivent. Les agriculteurs relèvent le défi et les fruits sont d'ores et déjà perceptibles. Enseignement supérieur, les tendances des orientations des nouveaux bacheliers exposées ce matin par le ministre du secteur. Lors d'une conférence de presse, Kamal Beddari a évoqué des choix en conformité avec l'environnement social de l'étudiant. Les inscriptions ont atteint le taux de 97,84% et plus de 70% des bacheliers ont pu obtenir un de leurs premiers choix, a-t-il affirmé. Troisième session du dialogue stratégique algéro-italien sur les relations bilatérales et questions politiques et de sécurité globale tenue à Rome, co-présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman, et son homologue italien Riccardo Garglia. Cette session à laquelle a pris part une importante délégation multisectorielle a été l'occasion pour les deux parties de procéder à une évaluation d'étape de la coopération bilatérale et de ses perspectives dans les différents secteurs à la lumière des conclusions adoptées lors de la deuxième session de ce mécanisme de coopération tenue à Alger les 2 et 3 juillet 2024. Elle a également constitué une étape importante dans le cadre de la préparation des prochaines échéances bilatérales, notamment le 5e sommet algéro-italien. Lors des discussions entre les deux parties, Magraman a procédé avec son homologue italien à un échange approfondi sur l'état des relations algéro-italiennes et les perspectives de leur renforcement, ainsi que sur les questions d'actualité régionale et internationale d'intérêt commun, en particulier la situation à Raza, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et les relations entre l'Algérie et l'Union européenne. À l'étranger, justement, le mouvement progressiste marocain dénonce le revirement de Paris au sujet de la cause sahraoui, le soutien de la France au projet d'autonomie marocain et contre la légitimité internationale, a affirmé le mouvement, appelant le président français à respecter le processus onusien. Mel Bouakba. La dernière position de la France en faveur de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental continue de faire couler beaucoup d'encre et de susciter moult réactions. Cette fois-ci, c'est au tour du mouvement progressiste marocain de dénoncer le revirement de la France, jugé scandaleux et en porte-à-faux avec la légalité internationale. En soutenant le régime du Marzen, Paris bafoue tous les principes du droit international et soutient la colonisation, s'est indigné le mouvement progressiste marocain. La décision de la France, c'est une reconnaissance personnelle du président Macron qui s'est plié aux intérêts des entreprises françaises installées au Maroc.
Les reconnaissances personnelles de présidents et de diplomates n'ont aucun impact sur la question du Sahara occidental, qui est une question de décolonisation. Même si le régime du Merzenne est prêt à faire des concessions et à sacrifier n'importe quoi pour obtenir la reconnaissance du Sahara occidental, il sait qu'il a perdu et que toutes ses tentatives ont échoué. Tout le monde sait que les diplomates marocains ont perdu le Sahara occidental par leur arrogance et leur ignorance, et ils savent historiquement que les territoires sahraouis n'ont rien à voir avec le Maroc. Selon le mouvement progressiste marocain, la décolonisation et l'indépendance du Sahara occidental n'est qu'une question de temps, comme l'a confirmé le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU et la majorité des membres de cette organisation reconnaissent que le Sahara occidental est une question de décolonisation, que le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance, sous la direction du Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui. Nous avons évoqué à maintes reprises à l'ONU les graves violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis et dénoncé les crimes du Merzenne, appelant au respect du droit international. Cet opposant marocain appelle ainsi le président français à soutenir le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions des Nations Unies qui considèrent le colonialisme comme un crime contre l'humanité. La question sahraoui demeure une question de décolonisation au sein des Nations Unies. L'ONU le rappelle régulièrement, n'a pas manqué de le faire suite à l'annonce française de soutien une prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Khalida Hadj Djilali et Mariam Damis. L'Organisation des Nations Unies a réaffirmé sa position concernant la question sahraoui, qu'elle considère comme une question de décolonisation sans équivoque, et assuré que le peuple sahraoui a le droit de décider de son avenir. Selon un rapport devant être présenté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à la 79e session de l'Assemblée générale, ce même rapport précise que le Conseil de sécurité considère la question du Sahara occidental comme une question de paix et de sécurité, appelant à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Le pseudo-plan marocain d'autonomie du Sahara occidental a soulevé un tollé à travers les 4 coins du globe. Lors de la conférence internationale des partis communistes en Équateur, les participants de 20 pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie ont approuvé une solution soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, réaffirmant également le soutien au Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui. Par ailleurs, des partis, personnalités et députés français ont fermement condamné la politique d'Emmanuel Macron concernant le dossier du Sahara occidental. La position française est contradictoire avec son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle sait que sa position est illégale, notamment parce qu'elle ne repose pas sur la légitimité internationale. En outre, cette position n'est pas représentative des décisions de l'Union européenne et de la dernière décision de la Cour internationale de justice. Cette position honteuse, qui est une position de déshonneur pour nous, décrédibilise la France qui prétend défendre les valeurs de liberté, des droits de l'homme, d'égalité et de défense de la légitimité internationale. Tous ces slogans se sont effondrés, révélant ainsi son hypocrisie. La prise de position unilatérale du président français Emmanuel Macron concernant le prétendu plan d'autonomie proposé par le Maroc a suscité la colère et a divisé la classe politique française, poussant la directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques à déclarer que la France aurait dû s'appuyer sur les résolutions du Conseil de sécurité. Sous le titre « Espionnage, droit international, désinformation, pourquoi la France cède-t-elle autant face au Maroc ?» le magazine français Marianne a mis en avant les raisons derrière la soumission de la France au dépassement marocain dans l'occupation des terres sahraouis, la poussant à piétiner le droit international. Exprimant des amers regrets concernant la position de la diplomatie française qui s'est inclinée de manière humiliante devant le Merzenne.
Retour dans le pays où les soirées sans voiture organisées régulièrement par l'APC d'Alger Centre. Ce week-end, le centre de la capitale s'est animé en accueillant petits et grands. Des activités de tout genre ont été proposées au public venu nombreux pour l'occasion. Ambiance festive garantie, comme vous allez le voir dans ce reportage de Yanis Saïd Belkacem. Il est 19h au centre-ville d'Alger, habituellement encombré de voitures. Les bruits des klaxons cèdent la place au rire des enfants. Et les rues sont devenues un espace de détente et de convivialité. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, on est sortis en famille et c'est vraiment parfait. C'est magnifique. On voit toutes les familles, les enfants qui jouent, il y a plein de jeux d'air. Et franchement, c'est très très sympa en fait. On est très contents, on est agréablement surpris par tout ce qui est organisé en ce moment. Ça fait 2 jours qu'on est à Alger et ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'est pas venu. Et à chaque fois qu'on revient, on voit beaucoup d'améliorations et que des choses positives. Les plus jeunes ont pu participer à des jeux éducatifs et des ateliers créatifs et ont pu découvrir les plaisirs du jardinage. On initie les enfants à l'importance de préserver l'environnement tout en leur inculquant le respect de la nature. Les adultes, quant à eux, ont profité de l'occasion pour prendre l'air. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de monde. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais dire que c'est un pays magnifique. Je suis contente. Je ne suis pas venue depuis 2019, un petit peu avant le Covid. Et là, je suis revenue, il y a du changement. Avec ma petite fille, Diosna qui me roule bien, c'est tout le mouvement là bien, les familles, ça fait plaisir, qui trop jaquette chauffe. Il fait bon, bien sûr. Je vais venir avec mon pote après une semaine dure de travail. On peut prendre un café. Pour certains, c'est une redécouverte riche en émotions, comme pour cette Algérienne qui n'a pas revu sa ville natale depuis plus de 40 ans. En fait, je découvre beaucoup de choses. On est dans un superbe hôtel, franchement. Puis je découvre l'Algérie. C'est magnifique, juste magnifique. Plein d'émotions, j'imagine. Pardon? Beaucoup d'émotions. Oh oui, j'y croyais pas jusque hier. Je réalisais pas que j'étais vraiment en Algérie. Ce qui est certain est que les habitants du centre-ville ont pu passer un agréable week-end loin de la pollution sonore et atmosphérique. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.